Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 20h avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile Doménibus. Avec autour de cette table Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Éric Revel, journaliste, écrivain et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Élise. Bonsoir Éric Revel. Messieurs, bonsoir Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Allez, au sommaire de cette émission, un troupeau de 208 vaches est sous le coup d'une mesure d'abattage complet en Ariège. Pour l'instant, les agriculteurs ont été obligés d'accepter. Mais pourtant, une vaste mobilisation de la coordination rurale s'est engagée pour éviter, selon eux, le massacre. Et on vous pose cette question, veut-on la disparition des agriculteurs? Eh bien, vous dites oui à 82%. Et moi, je le dis notamment pour le prochain président, un impératif, virer le principe de précaution de la Constitution. Et puis Emmanuel Macron qui promet une loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ou 16 ans avant la fin de son mandat. Et on vous pose cette question, bannir les moins de 16 ans des réseaux sociaux, est-ce un échec collectif? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je le dis, l'échec est collectif, certes, mais c'est aux parents de mettre les limites et à personne d'autre. Et tout de suite, le grand débat. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous a posé cette question, veut-on la disparition des agriculteurs? François Louis, pas mal de messages sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes réagissent, vous avez réagi à notre question. Vous êtes beaucoup à dire, comme par exemple Brézotte sur Twitter qui nous dit « Les Français, non, mais l'État, oui ». Un avis partagé par beaucoup d'internautes, notamment Fred, qui nous dit « Oui, le gouvernement veut la disparition des agriculteurs. Non, le peuple de France ne veut pas la disparition des agriculteurs. Mal nommer les choses, c'est aussi ajouter au malheur du monde ». Alors pour certains qui disent que la question est mal posée, mais veut-on la disparition des agriculteurs? C'est tout le monde, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'Europe, c'est nous aussi. Est-ce que vous achetez systématiquement de la viande française? Moi je vais vous dire, quand la viande n'est pas française, par exemple à la cantine, eh ben je prends un autre plat et j'achète français. Et voilà. Philippe de Casillac est avec nous, qui nous appelle du Lot, agriculteur spécialisé dans l'élevage de veaux. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Sud Radio et merci de nous faire passer nos départements, nos régions à l'antenne. Merci Philippe David de faire intervenir la base. Merci. On vous écoute Philippe, parce que enfin voilà, on en est où pour l'instant? Malheureusement, les agriculteurs ont dû plier à ce que on dit le préfet, donc l'abattage va être fait aujourd'hui. Voilà, donc moi il faudrait peut-être reposer les vraies bases et arrêter de mener cette vie, parce que je pense que personne et tout le monde a raison dans cette affaire, parce que l'État prend des dispositions au niveau sanitaire parce qu'il ne veut pas prendre de risques, il a raison. Et d'autres agriculteurs disent attendez, il faut réabattre parce que c'est une catastrophe pour le monde agricole. Bon, je pense que tout le monde a tort, tout le monde a raison, parce que l'État devrait déjà réunir tout le monde, les éleveurs, les services vétérinaires, les gens des métiers de la viande, et expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'on risque. Voilà. Parce que vous savez, dans les réseaux sociaux, on entend de tout et de rien. Quand on entend qu'on veut faire disparaître le monde agricole, je ne pense pas que la ferme France, on veut que la ferme France disparaisse. Je ne pense pas. Voilà. En sachant qu'on est classé dans le haut du tableau au niveau alimentaire dans le monde entier. Je ne pense pas qu'on veut faire disparaître les agriculteurs. Mais aujourd'hui, on entend ce qui se passe aujourd'hui, on monte une mauvaise image dans le monde. Quand même, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui autour des agriculteurs, on monte une très très mauvaise image. Moi, je pense que l'État a des responsabilités de communication là-dedans. Il faudrait qu'il communique, qu'il réunisse tout le monde et qu'il explique. Parce que vous savez, quand on entend dire il faut vacciner tout le troupeau français, c'est une grosse erreur. Parce que si jamais on vaccinait le troupeau français, ou s'il y a des gens qui décident, moi par exemple, avec mon troupeau, 90 mères, je dis je vaccine demain. Et bien si on fait ça, on perd le statut d'export au niveau des broutards et du maigre, au niveau de l'Italie, des pourtours méditerranéens. Donc si on perd le statut de l'export, c'est très grave. C'est très grave. Oui. Ça veut dire que
Ça veut dire que, pour compléter ma phrase, ça veut dire que par exemple, les pays français, on va trouver un accord collatéraux pour vendre quand même les broutards. Mais ils vont nous dire, au lieu de 6,50, c'est déjà le cas, on va vous les acheter à 4 €. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a des conséquences de ne pas respecter les règles, il y a des conséquences très graves. Alors, je vais continuer. Par exemple... Attendez, Philippe, restez avec nous parce qu'il faut quand même, on a des vraies voix autour de nous qui ont envie de s'adresser à vous. Et avant de donner la parole aux vraies voix, vous êtes agriculteur comme Philippe, venez témoigner au 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors la seule certitude que j'ai, elle dure depuis des mois, des années, c'est qu'on parle sans arrêt de la crise de l'agriculture et qu'on prétend avoir trouvé des remèdes pour la guérir. Je constate, n'étant pas un spécialiste du monde agricole, tout en aimant beaucoup les agriculteurs, que j'ai eu du mal à comprendre la politique sanitaire pour ces vaches mise en place. Et d'autre part, c'est une question que je pose, est-ce que veut-on véritablement la disparition des agriculteurs ou bien sont-ils menacés par une sorte d'évolution inéluctable de la modernité? C'est une question que je pose et moi je serais incapable d'y répondre, mais j'aimerais beaucoup avoir des... On redonnera la parole à Philippe pour répondre avec vous, Sébastien Ménard. Moi, je suis désolé, je suis pas tout à fait d'accord avec le résultat du sondage. Je pense que les Français aiment l'agriculture, aiment leurs agriculteurs, ils aiment nos paysages, nos terroirs. La réalité, c'est comme le dit Philippe Bilger, c'est qu'à un moment donné, tout ça se confronte à une réalité économique mondialisée, à une espèce d'obsession réglementaire européenne et puis française surtout parce que la France va toujours plus loin et aussi quelque part à une aspiration hygiéniste, parce que moi je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas si effectivement quand il y a une bête contaminée, s'il faut abattre tout un troupeau et le troupeau du voisin et le troupeau du cousin, tout ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement la modernité, le progrès laisse peu de perspectives, en tout cas dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui, à nos agriculteurs. Et on aime nos agriculteurs et on aime l'agriculture. Éric Revel. Bah écoutez, moi au-delà des phrases, j'aimerais donner quelques chiffres pour vous montrer dans quelle situation est l'agriculture française. Pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française va être déficitaire. Il y a 3 piliers dans les exportations françaises à l'origine. Il y a le luxe, l'aéronautique et l'agriculture. Pour la première fois depuis 50 ans, notre agriculture va être déficitaire. Écoutez bien ces chiffres. Côté fruits et légumes, on importe plus de la moitié. On n'est pas capable de produire des fruits et légumes dans ce pays? Si. Côté viande bovine, on importe 59% de notre viande. Si vous prenez la viande ovine, elle est importée à peu près au même niveau. Les volailles, la production française a reculé de 30% depuis 30 ans. On n'est pas capable d'élever des poulets. Si. Résultat, et ils sont en Europe, le numéro 1, c'est la Pologne, puis l'Espagne, l'Allemagne. On a donc un problème majeur dans ce pays. Je ne sais pas si c'est le principe de précaution. La disparition mais des attendez, il faut qu'on explique aux agriculteurs français qui se battent tous les jours comment se fait-il que pour les volailles, la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne nous soient passés devant. Donc on a un problème majeur. Je ne sais pas s'il y a de transposition européenne ou de cadre normatif qui dépasse. Mais moi je suis pas loin de répondre comme le sondage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que fait le gouvernement? Que fait la ministre de l'Agriculture? Non mais, on a un peu le temps que je réponde ou pas? Allez, on va repousser un petit peu le temps. Alors, juste une chose. Déjà, pour les fruits et légumes, c'est très simple. Je vais vous prendre un exemple. Maintenant, les noisettes, on va plus en faire en France parce qu'on a interdit le seul produit qui permet de produire de la noisette de manière rentable pour l'agriculteur. Donc on les importe de Turquie, où on utilise des produits rigoureusement interdits en France. Jackpot. Et le pire, c'est que ceux qui ont fait le recours contre la loi Duplon ont dit c'est génial. Vous n'êtes pas d'accord? Si, mais moi je pense aussi qu'il y a peut-être aussi un tabou qu'il faut peut-être faire tomber. Est-ce que finalement l'ouverture sur le marché européen, c'est pas la contrepartie des subventions européennes qui perfusent l'agriculture française depuis peut-être... Alors les noisetiers sont pas subventionnés, c'est les céréaliers avant tout. Allez, je voudrais faire parler Philippe. Et deuxième point, sur la viande, mais c'est très simple, on a mis tellement de normes à nos agriculteurs, avec, je veux vous dire, comment est-ce qu'on a tué une partie de la filière poulet? Rappelez-vous les abattoirs d'Oux, etc. Les Allemands, comme les bovins, eux, ils ont fait des
des abattoirs massifs avec uniquement des travailleurs détachés roumains à 400 balles par mois. Comment voulez-vous que le français il soit compétitif? Parce qu'on a fait le dumping social par le bas et nous en plus on a surchargé nos agriculteurs de normes environnementales qu'ils n'ont pas en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne. Et je vous parle même pas de la Roumanie ou de la Pologne. Donc on a tué notre agriculture par des politiques irresponsables. On ne peut plus vous faire réagir, Philippe, vous restez avec nous, on revient dans un instant. C'est Sylvie. Sylvie, vous êtes avec nous? Bonsoir Sylvie, vous bougez pas, vous serez en direct dans un instant, on fait une petite pause, on arrive tout de suite. C'est les vraies voix, ces agriculteurs avec cette question du jour, veut-on la disparition de nos agriculteurs? Et vous dites tout à 82%. Et voilà, et on en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur ce troupeau de 208 vaches qui vont être abattues, malgré la vaste mobilisation de la coordination rurale. Avec cette question, Philippe, veut-on la disparition des agriculteurs? Et à cette question, veut-on la disparition de nos agriculteurs, vous dites désormais oui à 83%. Vous voulez réagir encore et toujours. Le 0826 300 300. Vous êtes agriculteur, vous avez manifesté ou pas? On attend vos témoignages à l'antenne avec les vraies voix. Alors Sylvie est avec nous en direct au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sud Radio, bonsoir à tout le monde. Merci de vous préoccuper de cette aberration, de ces abattages absolument effroyables qui sont décidés de ce Mercosur qui tue nos agriculteurs, nos éleveurs, de tout ce que souffrent les paysans. J'aime la France, j'aime mon terroir. Un peuple qui perd sa souveraineté alimentaire est un peuple qui souffre, qui devient méchant. Il ne faut pas oublier qu'on a un pays merveilleux, que les paysans aiment leur travail, qui s'appliquent à faire de la bonne viande, des bons élevages. Et la dermatose n'est pas dangereuse. Cet après-midi, et toutes les coordinations de paysans ont proposé d'isoler une vache sur 208 vaches, de l'isoler à la limite d'accepter de l'abattre alors qu'elle n'est pas contagieuse, de mettre en quarantaine 207 autres vaches, et Madame Genevard n'a pas accepté. Donc il faut abattre. Dans le Doubs la semaine dernière, c'était pareil. Sylvie, bougez pas. Bon, restez avec nous, Sylvie, puisque nous avons en direct Christine Bouillot, qui est notre reporter sur place. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir. Bonsoir les vraies voix, bonsoir Cécile. Alors, vous suivez cette colère depuis le début, vous êtes à bord sur Arize. On en est où pour l'instant ? Alors écoutez, c'est extrêmement tendu puisque depuis à peu près 1 heure maintenant, les gendarmes mobiles approchent doucement mais sûrement de la ferme pour venir donc dégager la voie. Alors il faut imaginer un peu le décor. Je vais vous le faire rapidement. Cette ferme, elle se situe en haut d'une colline et ça fait comme une forteresse assiégée aujourd'hui. Tous les axes ont été bloqués par les agriculteurs. Là, il n'y a pas que la coordination rurale, il y a aussi la Confédération paysanne, il y a aussi les jeunes agriculteurs, il y a le MODEF, il y a la FNSEA qui sont là, les jeunes agriculteurs de tout le département et des autres départements. Il y a à peu près 1 millier de personnes, mais il n'y a pas que des agriculteurs, il y a des habitants, il y a des enfants, il y a des familles. C'est absolument incroyable la mobilisation qui s'est opérée autour de cette ferme. Donc pour l'instant, les forces de l'ordre sont en train de monter de la vallée, de progresser en enlevant tous les obstacles qui ont été dressés devant eux, c'est-à-dire des arbres coupés, des câbles tendus, des ballots de paille enflammés, pour retarder leur progression. Là, actuellement, ils sont à un petit peu plus d'1,5 km de la ferme des 2 éleveurs. Ils vont arriver à un croisement où je me trouve, et là, ce sont les premiers tracteurs qui barrent la route. Donc, on va avoir un moment de tension. C'est extrêmement tendu, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. On est des observateurs tous là à regarder. Il y a un hôpital de campagne qui a été installé dans un village à côté. Les pompiers sont mobilisés aussi sur un autre village. Les hélicoptères tournent autour. Il fait nuit noire. Et donc, il y a d'un côté des éleveurs, des agriculteurs, de tous les départements qui sont remontés contre cette décision d'abattage. Alors précisons que les 2 éleveurs ont donné leur accord, puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est la directive. Ils ont signé l'accord pour l'abattage de leur troupeau. Ils ne sont pas présents. Ils ont préféré partir, ne pas assister à ce triste spectacle. C'est ce que nous a dit tout à l'heure le président de la Chambre d'agriculture du Gers, de l'Ariège, pardon. Et donc, pour l'instant, le face-à-face commence.
on se doute que ça va mal se passer. Beaucoup de personnes sont assez inquiètes parce que les agriculteurs sont extrêmement déterminés à ne pas laisser faire cet abattage massif. Christine Bouillot, bien entendu, vous restez sur place. On vous reprendra dans quelques minutes et on veut vous faire écouter un son. Écoutez. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ comme une merde, quoi. Le mec qui a bossé pour se la payer, il va se la retrouver baiser. Si ça, c'est pas une atteinte à la liberté, la citoyenneté, la liberté de circuler, putain, ils l'ont jeté dans le champ. C'est vraiment horrible ce qui se passe au bord de Champ-Arize. C'est horrible. On peut plus circuler dans notre pays. On se voit la voiture complètement détruite. Elle va être écrasée sur le côté. Relayez, s'il vous plaît. C'est pas la France, bordel, c'est pas la France. Quand on entend ça, Philippe Bilger, c'est dramatique, hein. Bien sûr, alors on aimerait savoir dans quelles conditions cette indignation se manifeste, mais il faut avoir très peur. Je veux dire, lorsque les agriculteurs en ont assez, on a eu 1000 exemples dans la vie de notre pays, on peut craindre le pire, parce que ils sont patients, ils sont corrects, généralement ils protestent de manière civilisée, mais quand ils en ont marre, ça devient très violent. Éric Revel. Moi, je mets en garde solennellement les autorités de ce pays, ce soir, quand on entend la détresse des agriculteurs, dans un pays, et pas que dans les campagnes, qui est fracturé, qui est à bout, qui est à cran, qui est parfois en difficulté de pouvoir d'achat, je mets les autorités en garde, parce que si ce qui va se passer se passe mal, on ne peut pas s'éviter de penser que ça peut avoir des implications dans tout le pays et dans toute en campagne. Donc attention, Madame Genevard doit prendre la parole, doit s'exprimer, doit s'expliquer pour les agriculteurs. Et puis un mot quand même, quand vous abattez un troupeau, n'oubliez jamais une chose, qu'au-delà de la marchandise, ce sont aussi des agriculteurs qui sont attachés à leurs animaux, On va les massacrer devant leurs yeux. C'est ça la réalité. Sébastien Ménard. Moi, j'entends tout ce qu'on dit et tout ce qu'on partage, parce que là, on est, c'est rare, mais on est tous d'accord en fait. On est tous d'accord pour quelque part partager le désarroi des agriculteurs, dire que évidemment la classe politique n'est pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, le vrai sujet, c'est ça, c'est que Monsieur Revel, vous êtes encore une fois à nous dire que la colère gronde, que les agriculteurs vont marcher sur l'Elysée. Ils auraient bien raison de le faire. Mais je vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit ça. C'est pas quelque chose que je souhaite. Mais à force de jouer avec la colère des gens, ce gouvernement va finir par mettre le feu. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour soutenir nos agriculteurs ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Allez-y, Philippe et on prend Benjamin. Dire peut-être accepter la proposition qui a été faite, qui me paraît raisonnable si sanitairement elle est plausible, de séparer. Mais si à chaque fois c'est comme ça va être compliqué. Benjamin est avec nous au 0826 300 300. Vous vouliez réagir, Benjamin ? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Merci. J'ai entendu plusieurs choses fort intéressantes. Alors j'ai passé la journée à la ferme. Je ne suis pas agriculteur, je suis chauffeur taxi. J'ai été agriculteur pendant une quinzaine d'années, mais j'ai arrêté et j'étais à la ferme pendant toute la journée. Ce qui se passe aujourd'hui est monstrueux. Les agriculteurs, que ce soit à la ferme du Doubs ou pour la ferme aujourd'hui dans l'Ariège, ont proposé d'autres solutions, des protocoles d'essai pour éliminer la maladie des différents cheptels. Ça a été refusé. Tout ce qui a été proposé dans le bon sens, avec les gens du terrain qui connaissent leur élevage, qui savent comment faire disparaître des épidémies, qui, je vous le rappelle, ce virus n'est pas transmissible à l'homme, il n'est pas contagieux à l'homme, et ça, je crois que c'est 1 pour 1000 quand des bêtes sont atteintes, c'est 1 pour 1000 au niveau de leur mortalité. C'est-à-dire, ça représente rien. La France a déjà rencontré en 1992 dans une de nos îles la même maladie. Je crois que c'était à La Réunion. Ils ont réussi à l'éradiquer. Et aujourd'hui, le gouvernement, en fait, ce qu'il veut, c'est la destruction de l'agriculture française, comme bien d'autres. Il y a eu la sidérurgie, il y a eu l'industrie, il y a eu le textile. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et en fait, derrière, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que les vaches, là-haut, moi, je les ai vues quand vous vous promenez dans les champs, quand vous vous promenez à la campagne, vous voyez les vaches, comment elles sont élevées. Et aujourd'hui, c'est des bateaux entiers de vaches du Brésil qui attendent
sonde à nos portes. Benjamin, ça, c'est une mobilisation de tous les Français. Allez, Benjamin, restez avec nous. On est obligé de faire une petite pause. On revient dans un instant avec Philippe, Sylvie et Benjamin, 0826 300 300, et avec nos vraies voix du jour. Éric Revel est avec nous aujourd'hui, Sébastien Ménard et Philippe Bilger et Philippe David, bien entendu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Éric Revel est avec nous. Je vous rappelle, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse, avec Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech, et puis Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole. Et on revenait sur ce troupeau de 208 vaches qui vont donc finalement être abattues, avec une large mobilisation des agriculteurs, mais pas que, puisque dans cette commune, beaucoup comme le disait Christine Bouillot, énormément de gens sont sur place, un peu plus d'un millier. On va la prendre dans un instant. 0826 300 300 avec Philippe qui voulait de nouveau réagir sur ce sujet. Philippe, vous êtes avec nous ? Philippe ? On va attendre. Sylvie, vous vouliez réagir ? Oui. On vous écoute, Sylvie. Je veux bien réagir. Écoutez, l'éleveur n'a jamais signé l'autorisation d'abattage. Je ne sais pas d'où tient cette information. Parlons vrai sur cette radio. Je ne sais pas d'où tient cette information, votre journaliste. Les abattages elle est en ligne avec nous. On va la prendre direct. Voilà. Je veux bien sa source. Elle vous entend. Attendez. Bonjour, madame. Christine Bouillot est avec nous. Bonjour, la source, c'est le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, que l'on a croisé tout à l'heure et qui nous a confirmé que les deux éleveurs avaient donc signé l'autorisation d'abattage. Ils n'ont pas le choix, compte tenu des circonstances, parce que sinon ils ne sont pas indemnisés. Voilà, donc ils sont obligés d'accepter l'abattage complet du troupeau qui est le leur. C'est un drame, c'est une déchirure pour cette famille et pour cette exploitation. Évidemment, 208 vaches, je vous le disais, ils n'ont pas souhaité rester là et assister à l'euthanasie, parce que l'euthanasie va se faire sur la ferme. Et les carcasses partiront après. Donc ils n'ont pas voulu assister à ça, mais ils ont été, non pas qu'ils n'ont pas voulu, dans un premier temps ils ne voulaient pas, parce qu'ils attendaient de savoir si le protocole qui avait été proposé, dont on a parlé, Philippe Bilger en a parlé, de faire autrement, de tester un nouveau process autour de cette maladie allait être accepté. Ça a été refusé par la ministre ce matin, et donc par conséquent, pour pouvoir être indemnisés et reconstituer leur cheptel, ils sont obligés de signer l'autorisation d'abattage du troupeau. Voilà. Merci Christine Bouillot. En tout cas, vous nous tenez bien entendu au courant. Philippe est avec nous au 0826 300 300. Philippe, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, allô ? Oui, moi je voudrais compléter ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que je crois que tout le monde est en train, on est tous d'accord, mais tout le monde est en train de rajouter de l'huile sur le feu. Et encore la cause, je reviens, c'est l'État qui n'explique pas ce qu'il fait. Vous voyez ? Et l'État devrait expliquer ce qu'il fait, parce que si on laisse partir cette crise dans tous les sens, comme disait votre chroniqueur tout à l'heure, Philippe David, je crois qu'on peut avoir des soucis très graves qui s'enflamment dans d'autres corporations. C'était Éric Revel qui disait ça. C'était Éric Revel. Rendons à Éric ce qui était Éric. Voilà. Je crois qu'il faudrait que l'État explique, réunisse tout le monde, parce que vous savez, il y a des choses qui ne sont pas respectées dans ces problèmes. Il y a du transport qui était interdit, qui a été fait. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où. Vous voyez, tout le monde ne respecte pas les règles. Donc je crois qu'il faudrait que l'État se prenne la main et explique comme il faut ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et on entend de tout. Je pense qu'on catastrophique, on rajoute de la crise à la crise à la crise à la crise. Donc aujourd'hui, ça ne sortira pas. Voilà. Alors attendez, bougez pas. Christine, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Donc c'était juste pour vous faire un point de la situation. Donc les forces de l'ordre étaient bloquées par un feu. Un feu qui avait été de ballots de paille, et donc ils viennent de l'éteindre, et donc ils avancent avec des blindés. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie finalement dans cette campagne, pas du tout habituée à ce genre de spectacle sur ces petites routes. Les blindés avancent avec les forces mobiles. 1 kilomètre encore à franchir, il y a au moins 4 ou 5 tracteurs enlevés, donc la soirée va être tendue et longue, et des gaz lacrymogènes sont déjà sortis pour évacuer la route. Voilà. Oui, restez avec nous, Christine. Éric Revel, je vous vois démuni en fait quand vous entendez ça, parce que c'est
quoi faire en fait Écoutez, je pense que ce que disait Philippe est judicieux, c'est-à-dire que bien sûr qu'il ne s'agit pas de rajouter de l'huile sur le feu qui ne demande qu'à partir, mais on a l'impression, et Philippe David en parlait tout à l'heure, qu'au nom du principe de précaution, maintenant c'est ça, il a été mis dans la Constitution par Jacques Chirac à l'époque, président de la République. Voilà, au nom du principe de précaution qui est respecté à la lettre par les petits hommes gris du ministère de l'Agriculture, on regarde pas dans le détail, on prend des décisions, on les explique pas forcément, et ça peut avoir des effets délétères. Pardonnez-moi, les agriculteurs souffrent. Il y a des suicides toutes les semaines, tous les 15 jours. Vous voyez bien que cette population est en souffrance et on envoie des blindés comme seule réponse. Écoutez, c'est à la fois tragique et dangereux, je le répète, c'est dangereux pour la paix sociale. En même temps, il est évident que l'évolution de notre société va rendre de plus en plus prégnant le principe de précaution. Je n'imagine pas que demain, avec les obsessions sanitaires ou alimentaires, le principe de précaution puisse s'altérer. Et donc, on peut craindre le pire dans la confrontation des deux exigences. On est le seul pays au monde, j'en connais pas un, qui ait mis le principe de précaution dans la Constitution. Si on avait mis le principe de précaution, attendez, au 19e siècle, on n'aurait pas fait l'électricité, parce qu'on peut s'électrocuter, on n'aurait pas fait la voiture, parce qu'on aurait pu mourir d'un accident de voiture, on n'aurait pas fait l'avion, etc. Est-ce qu'on va pas quand même... Rappelez-vous, il y a 29 ans, 1996, la crise de la vache folle. C'était la panique généralisée. Pratiquement, on nous disait t'as mangé du steak à tartare, oulala, t'es peut-être gravement en danger. Mais est-ce qu'on gère comme ça les gens par la peur? A priori, cette maladie, c'est pas une maladie particulièrement mortelle pour les humains, etc. Il doit bien y avoir des solutions autres qu'abattre tout un Sébastien Ménard. Ce que moi je vais vous partager, c'est là je vais intervenir avec ma casquette de patron dans la food tech. Je produis 1 million de repas par mois, d'accord, pour la France, d'accord, et j'en produis plus de 10 millions pour le reste en dehors de France. Le principe de précaution, on l'a appelé comme ça, c'est juste un souhait du consommateur de ne pas prendre un quelconque risque sanitaire pour sa santé et pour la santé de ses enfants. Ça s'impose partout dans les pays, je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays modernes, dans les pays post-industriels, dans les pays où l'hygiénisme est partout. Et je peux vous assurer que quand il y a le moindre petit doute, c'est tout un pan de l'économie qui s'écroule. C'est dingue. D'accord, mais je vous le dis. Mais c'est dingue. Donc moi, je suis parfois obligé de rappeler. Ça n'est pas normal. Je suis parfois obligé de rappeler des millions de boîtes, de produits, voilà, parce que on me dit il y a peut-être un petit truc, donc on vérifie, etc., etc. Mais aujourd'hui, la tolérance, c'est zéro. C'est tolérance zéro en matière de production alimentaire humaine. Allez, 0826 300 300, c'est David qui est avec nous. Bonsoir David, merci de votre patience. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir au Philippe et bonsoir aux autres invités. Plusieurs choses. La première, pour répondre à l'auditeur précédent, c'était Philippe, je crois. Oui, qui est agriculteur dans le Lot. Ouais, voilà, agriculteur dans le Lot, qui nous disait qu'il fallait que le gouvernement nous dise où il va, mais le gouvernement ne sait pas où il va. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Parce que ce matin, sur votre antenne, chez Patrick Roger était invité une vétérinaire. Et lorsqu'on lui a mis sous les yeux, enfin on lui a pas mis sous les yeux, mais lorsqu'on lui a dit qu'il y avait un autre protocole qui était proposé, que le protocole appliqué, ce qu'elle a répondu, c'est que ce protocole ne devait pas répondre aux directives européennes et que donc il ne servait à rien. Donc, qui est-ce qui commande? Est-ce que c'est encore le gouvernement d'Amand Genevard ou est-ce que c'est plus haut? Ça, c'est la première chose à se demander. Et la deuxième, par rapport à la situation, ne pas jeter de l'huile sur le feu. Vous voyez, moi je suis bonapartiste, donc je suis très légaliste, on va dire. Mais aujourd'hui, le légaliste, il est de moins en moins. Quand on voit que l'on sort les centaures devant des agriculteurs sur nos terres pyrénéennes, je suis du Comminges, je suis voisin de l'Ariège. On est une zone agricole, on va dire, pas sinistrée mais pas loin. On est les territoires les plus pauvres au niveau agricole. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur et que j'espère qu'on va faire reculer le gouvernement dans cette situation qui devient intenable. C'est intéressant ce que vous dites, David. Je voudrais vous faire réagir ce que disait Éric Revel. L'impact, quand même, pour un agriculteur, de voir tout son cheptel abattu, j'ai l'impression qu'on n'en tient pas vraiment compte.
C'est un peu comme c'est comme pour tout en fait. C'est comme pour n'importe quel métier. Si demain vous êtes restaurateur et que votre restaurant part en fumée suite à un incendie, mais je pense que l'État doit être déplorable. Un mécanicien qui voit son garage partir en fumée, ça doit être déplorable. Mais là, a priori non, parce que ce sont que de pauvres animaux, donc tout le monde s'en fiche des animaux. Et moi, je ne suis pas agriculteur, mais je suis de la campagne. J'ouvre mes volets, j'ai des vaches sous les yeux, etc. Et je peux vous dire que ça, on n'a pas envie de le voir disparaître. On le voit déjà disparaître malheureusement par rapport à d'autres choses. David, et là, on est touché de plus en plus. David, restez avec nous. On est en direct avec Christine Bouillot. Visiblement, ça y est, c'est parti. Il y a des affrontements. Christine ? Ouais, alors en fait, les blindés arrivent donc à ce croisement. Donc en fait, on se retrouve à moins de 800 mètres de la ferme. C'est là que se situent les 2 tracteurs qui bloquent la route. Il y a à peu près 200 agriculteurs qui sont là émassés. Et face à eux, sur une minuscule route, vous avez les blindés qui s'approchent. Et donc voilà, l'affrontement, moi je pense, va être inévitable. Ça va être quelque chose de particulièrement tendu parce qu'il va falloir bien sûr que la progression des forces de l'ordre se fasse. Ils ont l'ordre de passer, d'aller jusqu'à la ferme, et les agriculteurs eux, sont absolument déterminés à ce que ça ne se fasse pas. Donc je ne vois pas d'autre issue qu'un affrontement qui va être assez important. Pour l'instant, faites attention à vous quand même. Soyez prudente. Vous l'entendez. Alors juste, je précise juste une chose concernant le protocole. Précision, si on doit abattre, c'est parce que pour exporter, cette maladie est classée en catégorie 1 dans les maladies des bovins, et si on veut exporter les bovins, on ne peut pas vacciner. Donc en fait, ce que demandent les éleveurs aussi, c'est un déclassement de la maladie, comme elle n'est pas contagieuse à l'homme. Ouh là là, attendez, excusez-moi, mais je m'écarte un tout petit peu. Voilà, c'est une situation qui commence à se tendre sérieusement dans cette commune de Bordes-sur-Arize, à proximité de la ferme. Voilà. Je vous laisse parce que je vais aller me mettre en sécurité. Allez vous mettre en sécurité, c'est le plus important, Christine. En fait, il n'y a pas. Pardon, allez-y, Philippe. Il n'y a pas que le principe de précaution. Apparemment, il y a une multitude de paramètres qui font que on ne peut pas faire peut-être ce que suggère ce protocole. Mais en fait, c'est un slalom entre les normes, les obligations, les dérogations, tout ça, Éric Revel. Oui, mais l'auditeur avait raison de rappeler, j'ai écouté ce matin la matinale, puisque j'étais dedans, de Patrick Roger, et c'est vrai que cette vétérinaire expliquait que le protocole d'isolement n'était pas dans le scope de la Commission de Bruxelles. Donc, si vous voulez, il a raison de poser la question, mais la réponse est dans la question. En fait, c'est pas le gouvernement français qui, dès lors qu'il a transposé une directive européenne qui touche à ce genre de sujet, qui décide. C'est plus, voilà. En fait, on parle de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, on l'a déjà perdue au profit de Bruxelles, comme d'autres souverainetés. C'est ça la réalité. Donc, Sébastien, l'une des solutions, c'est de remettre en cause ce lien qui ne fait qu'écraser la souveraineté française dans tous les secteurs, agriculture y compris. Voilà. Peut-être que ça arrivera un jour. On peut le rompre. Absolument pas. Monsieur. Souveraineté. Mais attendez, la France est créditrice nette à la contribution de l'Union européenne. On verse plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit. Donc au bout d'un moment, même si évidemment ça poserait un problème pour la politique agricole commune, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer l'industrie? Regardez ce qui s'est passé avec Brandt. On a ouvert aux frontières avec Lactunix ou Jacques Delors à une concurrence de vents mauvais qui produisent des produits, des machines à laver la vaisselle qui ne respectent pas nos normes, qui font travailler des enfants et qui mettent en faillite notre patrimoine industriel. Eh ben, il y en a marre de cette Europe. Eh ben, on est d'accord. Allez, merci les amis. Dans ces cas-là, il faut faire un référendum sur le Frexit, chiche. Allez, Philippe David, en tout cas... vous restez bouche bée. Si vous avez marre de l'Europe, pour être capable de franchir le Rubicon. J'aurais pas voté pour, moi. J'aurais pas voté Maastricht, mais je votais pas à l'époque. Les amis. Merci David, merci Philippe, merci Sylvie, merci Benjamin. En tout cas, tous ceux qui nous ont appelés. Merci Christine Bouillot. On espère que tout va bien. En tout cas, si toutefois il se passait quelque chose, nous retournerons, et bien entendu, sur place en Ariège. Vous restez avec nous dans un instant. On viendra sur l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, s'est exprimée ce matin dans la matinale de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David.
Et autour de cette table, ils ont la langue bien pendue aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? Très bien. Éric Revel, journaliste et auteur de ce livre, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions C'est une Ellipse. décennie de fiasco de Emmanuel Macron, le livre. Ouais. Malheureusement, c'est Ouais. un très bon livre. Ouais. Mais ne l'achetez pas, ne le lisez pas. Et avec un très bon titre. Vous n'allez rien apprendre. C'est Mozart qu'on assassine. Ouais. Peut-on aller chercher le défibrillateur pour Sébastien Ménard, Ah bah s'il oui, vous plaît? c'est Là, j'en ai besoin. Non, il est lucide, objectif et merci, on rend hommage à son honnêteté intellectuelle. Voilà, bah, Lui dis donc, qui ce fut serait- un macroniste pur et dur. Ce sera bien nouveau, ça. Allez, Ça lui est jamais arrivé de sa vie. soyez les bienvenus. Le 0826 300 300 tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et ça s'est passé ce matin, c'est chez Jean-François Aquili, une exclue politique ce matin sur Sud Radio. Absolument, c'est l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal était l'invitée politique au micro de François Aquili sur Sud Radio. Parmi ses nombreuses déclarations, Ségolène Royal a évoqué un ticket avec Dominique de Villepin pour la présidentielle de 2027. On écoute ça. 20 ans après, Ségolène Royal, une femme à l'Élysée, ce pourrait être vous? Pourquoi pas? Est-ce que vous pourriez faire un ticket avec Dominique de Villepin? Mais je trouve qu'il parle juste, notamment sur l'international. Donc vous pourriez faire un ticket, pourquoi pas, avec Dominique de Villepin? Pourquoi pas? Voilà, c'était les propos de Voilà. Ségolène Royal. Ce matin. Philippe Bilger, le retour de Ségolène Royal. Je l'aime énormément, cette femme, parce qu'elle a du caractère, du tempérament, elle nous surprend, elle étonne, et en même temps, là, elle est sollicitée, tout de même, très directement, et elle dit pourquoi pas. Je suis pas persuadé que spontanément, elle aurait proposé ce ticket. Alors, pour qui? Pour faire quoi? Ségolène Royal à Ne regardez l'Élysée. pas, je vais pas vous Non, répondre. mais Ségolène Royal à l'Élysée, Dominique de Villepin à Matignon, lieu qu'il a déjà fréquenté, ou l'inverse. Déjà. Et puis sur quel programme? Alors je veux bien qu'aujourd'hui de Villepin, notamment sur l'international, soit sur la même ligne que LFI, mais quand même, regardons Ségolène Royal, c'est pas franchement la même crèmerie. Pour l'action, j'aurais plutôt vu Ségolène Premier ministre. Hein. C'est tellement loin de ce dont ont besoin les Françaises et les Français. Enfin, quand on écoute, franchement... Qu'est-ce que vous en savez, ce que veulent les Français, vous? Sans déconner, vous écoutez un peu Dominique de Villepin? Bon, c'est plutôt, tout ça est très sympathique. Tout ça amuse, je dirais, les éditorialistes que nous sommes, mais tout ça n'est évidemment pas crédible. Voilà, c'est le rendez-vous de Ségolène Royal avec les Françaises et les Français. Elle l'a raté. Elle aurait pu. Attention, il y avait quand même pas que des conneries dans les propositions de Ségolène Royal à l'époque. Moi, j'aimais bien le concept de l'ordre juste. Oui. Mais l'ordre juste, voilà. C'est pas qu'une punchline. C'était plutôt bien amené, etc. Bon, il n'a échappé à personne. Désolé, Philippe Bilger, que j'avais fait campagne pour Nicolas Sarkozy à l'époque. Voilà. Et j'avais gagné. À l'époque, il était éblouissant. Exactement. Mais voilà, mais la Ségolène Royal depuis, c'est un fiasco politique et intellectuel. Donc laissons Ségolène Royal là où elle est. Éric Revel. Écoutez, moi je suis pas loin de partager le point de départ de Philippe Bilger. Moi je suis alors pas un fan de Ségolène Royal, ça se saurait, mais je suis assez admiratif de la façon dont cette femme qui a pris tellement de coups, Elle est courageuse. qui a sur tous les plans, qui a une résilience. Bon, alors après. Je trouve que elle tourne un peu au pathétique. C'est-à-dire qu'elle est candidate à tout, qu'elle est comme un boxeur saoulé de coude, mais encore debout sur le ring, et qu'elle veut nous faire croire qu'elle a encore un jeu de jambes et qu'elle a encore du punch. Et moi, ça me la rend. Je suis admiratif. Mais pourquoi Voilà. pourquoi alors, excusez-moi un peu, je me mets à la place de la fille tout à fait normale. Et pourquoi on ne l'essaierait pas? Pourquoi elle ne pourrait pas avoir un rôle aujourd'hui avec l'expérience qu'elle a, puisque vous trouvez tous qu'elle est courageuse, ce qui est assez rare. C'est assez rare quand même, les femmes courageuses en politique. Je trouve que vous avez raison, Cécile. Merci. Elle pourrait avoir un rôle. En même temps, on lui a confié quelques rôles qu'elle n'a pas été. Ambassadrice d'épaule, oui. Comme elle dit qu'elle est capable de régler un certain nombre de problèmes, elle pourrait être utile, mais il faudrait rien du tout. choisir la Elle est utile à elle-même, c'est tout. C'est pour exister, pas plus, pas moins. Enfin, franchement, elle a déjà beaucoup existé. Non, mais aujourd'hui, moi, ça me fait marrer et j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui ont
marqué, allez, on va le dire, la vie politique française. Et on peut dire que Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle, qui n'a pas fait d'ailleurs figure, pâle figure, elle n'a pas été une simple figurante, elle a marqué l'histoire politique française. Voilà, il n'y a pas de débat avec ça. Oui, mais elle n'a plus de plan de carrière, donc mais on s'en fout. Mais aujourd'hui, regardez la classe politique. Alors évidemment, on a essayé mon ami Mozart, ça a pas, voilà, c'est pas top. Éric Revel, il va vous demander des droits d'auteur. Non, mais je sais, mais il le sait, mais on s'aime beaucoup en fait. Et malheureusement, ça m'emmerde de le dire, mais c'est vous vrai. m'aimez beaucoup. Oui, vous savez des histoires d'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que Ségolène Royal. Philippe Bilger. Ségolène Royal, on le voit. Toutes ces sorties, c'est pour exister. A-t-elle poussé une proposition? Non. 30 secondes. Rien. Il y a rien. Non, mais juste, moi, j'ai eu quelques soucis avec Ségolène Royal il y a quelques années. Où j'avais écrit un papier qui avait déplu, et à l'époque, sa porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem, m'avait demandé ma démission d'LCI. Vous voyez, donc j'ai pas oublié. Et pourtant, je suis le premier à admettre que cette femme a quelque chose que d'autres hommes politiques ou femmes politiques n'ont pas. C'est absolument indéniable. Je finis par avoir de l'affection pour elle. C'est pas normal. Vous voyez, je vous l'ai dit. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. L'extrême droite est partout, la preuve. Même les marchés de Noël sont nazis. Ah bon, c'est ce qu'on dit. En attendant, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Et on se retrouve juste après. Et on va biner. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Question du jour, Catherine. J'ai plus de 50 ans. Est-ce trop tard pour préparer ma retraite? On entend souvent qu'il faut commencer jeune, mais si on s'y met à la cinquantaine, est-ce que c'est encore jouable? Alors Catherine, première question, soyons francs, à 50 ans et plus, est-ce qu'on a raté le train justement de son avenir? Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'à 50 ans et plus, le train il roule vite, mais il est encore temps de monter dedans. En fait, vous avez encore 10 à 15 ans d'activité et c'est suffisant pour mettre en place une vraie stratégie. Alors concrètement, ça donne quoi si on commence à épargner à cet âge-là? On va prendre un exemple simple avec le PER, le plan épargne retraite. Imaginez que vous mettiez 300 € par mois, donc de 55 à 65 ans, donc pendant 10 ans. Ça veut dire 36 000 € mis de côté. Grâce à l'avantage fiscal, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30%, chaque versement va vous générer une économie d'impôt de 90 € par mois. Ça veut dire qu'au bout des 10 ans, on va parler de 10 800 € d'économie d'impôt. Et avec le rendement en plus, ça donne quoi? Si les 300 € sont placés avec un rendement moyen de 3%, au bout de 10 ans, on va parler d'un capital de 42 000 €. Si le rendement était de 5%, vous approcheriez plutôt de 47 000 €. Mais surtout, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'en fait, vous n'aurez mis de votre poche réellement que 25 200 € grâce à la déduction fiscale. Et en fait, c'est vraiment la force du PER à cet âge-là. C'est qu'en plus de constituer un capital, vous allez optimiser votre fiscalité. Parce qu'en fait, pendant les dernières années de votre vie active, c'est là qu'en général, vous avez le niveau de revenu le plus élevé. D'accord. Mais alors, si je veux quand même, Catherine, garder de la souplesse, est-ce que j'ai d'autres solutions que le fameux PER? Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment l'assurance vie qui reste un incontournable, puisqu'elle va permettre d'épargner avec plus de souplesse et aussi de préparer la transmission. Et les deux solutions sont en fait très complémentaires. Et ensuite, on va aussi parler d'immobilier, avec l'investissement notamment via les SCPI, la pierre papier. Et on conseille souvent d'investir en nue propriété, puisque ça va vous permettre en fait d'investir avec une forte décote au moment où vous investissez. Vous récupérez la pleine propriété au moment où vous passez à la retraite. Et là, vous générez des revenus complémentaires, donc sur la pleine propriété. Vous pouvez encore le faire si vous avez 50 ans et plus, puisqu'on peut faire du démembrement sur 10 ou 15 ans. Par contre, il ne faut pas tarder. Alors, si je vous ai bien compris, après 50 ans, même donc après 50 ans, on peut mettre en place une stratégie, mais il ne faut pas attendre et on peut jouer sur plusieurs leviers, c'est ce que vous nous dites. Exactement. On a le PER pour réduire ses impôts et booster son effort d'épargne. On a l'assurance vie pour la souplesse et la transmission. On a l'immobilier via les SCPI et notamment en nue propriété pour aller générer des revenus complémentaires.
surtout, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester immobile. Après 50 ans, chaque année compte pour la préparation de sa retraite. Alors justement, comment démarrer si rien n'a encore été fait après 50 ans? N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Il va vous aider en fait à choisir les bonnes solutions en fonction de votre situation, de votre fiscalité, de votre capacité d'épargne et de votre besoin en revenus complémentaires. La cinquantaine, c'est vraiment un âge clé pour revoir l'organisation de son patrimoine. Je reviens sur le PER. Pour ceux qui voudraient souscrire, et notamment pour optimiser la fiscalité et préparer sa retraite, il faut le faire avant la fin de l'année pour que ce soit pris en compte pour l'année fiscale. Attention, la fin de l'année pour la souscription d'un PER, c'est pas le 31 décembre. Les dates varient en fonction des assureurs, il faut bien vérifier. Merci Catherine pour toutes ces précisions. Et vous l'avez donc bien entendu, après 50 ans, il n'est pas trop tard. Et le PER, l'assurance vie ou un peu d'immobilier d'ailleurs, avec tout ça, vous pouvez encore bâtir un vrai complément de retraite et même le faire financer en partie par vos impôts. On vous retrouve avec grand plaisir Catherine jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Mais pas que. Quelle serait fade cette émission sans nos vraies voix. Avec Philippe Bilger aujourd'hui. Il est beau, il est fringant. Ah oui, je suis allé chez le coiffeur. Bah voilà, c'est ça. On m'a enlevé des films, mais je suis allé chez le coiffeur. Ça vous va bien votre coupe iroquois? Ouais. Ah bon? Ouais. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose à couper non plus, en exagérant. C'est pas là. Il m'en reste quelques-uns. C'est pas la coupe qui dure des heures. Contrairement à Philippe David. Eric Revel, le beau gosse de la table aussi, est avec nous, Madame. Journaliste et monsieur. Messieurs. Auteur. Oh, voilà. J'essaie d'être à la hauteur de la flatterie, du compliment. C'est un peu l'acteur américain. Du qualificatif. Sur le retour. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Vous savez, Has-been, ça prouve que vous avez été. Hein. Ouais. J'ai dit sur le vous êtes retour. rien. Le pire. Je ne parle pas anglais, monsieur. Non, mais le pire, c'est Never Been. C'est ça, je rappelle. Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Honnête homme. Et voilà. 30 ans, Et tout de suite. beau gosse, voilà, faut le dire. Mais ça va 30 pas. ans hors taxe. Non, mais vous savez, on fera un concours un jour. Je vous laisserai parler de vous. Et je fais 1m80, je suis beau, je suis machin, je suis truc. C'est moi ça, 1m80, beau. Ouais. L'habileté, c'est dire du mal de soi, parce qu'on peut espérer un quelconque secours, ou peut-être une contradiction. Non, mais de toute façon, j'ai toujours dit que j'allais, à un moment donné, je vais vous mettre en vente sur le Bon Coin. On verra qui donnera de l'argent pour l'un ou l'autre. Allez, en attendant de mettre Philippe David sur le Bon Coin, je vais le faire travailler. Allez, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 16e arrondissement de Paris. Pourquoi le 16e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouvent les studios de France Info et qu'on a pu entendre sur le web des propos incroyables au point que la vidéo a été retirée des réseaux sociaux. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Vous avez bien entendu, on peut en toute tranquillité faire le raccourci scandaleux entre marché de Noël et nazisme sur un média public. Un raccourci qui, s'il était commis par d'autres contre une autre religion en d'autres circonstances, ferait hurler pas d'amalgame et ne stigmatisons pas, par les mêmes qui pratiquent l'amalgame et la stigmatisation à cette occasion. Mais comment peut-on oser faire ce type de raccourci dont le sous-entendu est clair ? Noël était une fête nationaliste sous l'Allemagne nazie, donc c'est une fête, à défaut d'être nazie, au moins d'extrême droite aujourd'hui. Et comment de tels propos ont pu passer comme une lettre à la poste sans que quiconque réagisse au sein de la rédaction de France Info avant le tollé provoqué sur les réseaux sociaux? Rappelons simplement que le nazisme est aux antipodes du christianisme que les nazis détestaient, qu'ils soient catholiques ou protestants. Quitte à faire des rappels historiques,
comme ce journaliste. Rappelons ce qu'Hitler disait du christianisme à Albert Speer. Je cite, « Vous voyez, nous avons eu le malheur d'avoir la mauvaise religion. Pourquoi n'avons-nous pas eu la religion des Japonais qui considèrent le sacrifice pour la patrie comme le plus grand bien? La religion musulmane nous aurait été beaucoup plus bénéfique que le christianisme. Pourquoi devons-nous endurer le christianisme avec sa douceur et sa mollesse ?» Fin de citation. Des propos parmi des tonnes d'autres montrant la haine d'Hitler et des nazis pour le christianisme, ce qui est peu étonnant, la matrice du christianisme étant l'amour. Un tout petit détail, malheureusement oublié par la rédaction de France Info. C'est très bien, Philippe. Vous êtes même extrêmement gentil de discuter, au fond, la comparaison absurde entre le nazisme et le christianisme. Mais derrière tout ça, rappelez-vous, c'est pendant l'audition de Delphine Ornotte qu'on a enlevé cette info parce qu'elle était scandaleuse. Et tout ça, c'était pour justifier un petit peu la disparition du mot Noël dans certaines fêtes ou dans certaines municipalités. En fait, moi je pense que c'est pas du tout une erreur. Ça fait partie de la déconstruction, consciente ou inconsciente, que porte une partie des médias publics dans ce pays. Quand vous attaquez à Noël, en fait, vous vous attaquez à la façon de fêter Noël, au symbole de la crèche indirectement. À la tradition. À la tradition. Donc en fait, je ne dis pas que le journaliste qui a écrit ça l'a fait volontairement, mais c'est pas une erreur. C'est-à-dire que ça fait partie de leur logiciel de pensée, de déconstruction des valeurs occidentales qui nous sont chères. Et puis j'ajoute, dans ces cas-là, il faut aller plus loin. Je lui commande 2 papiers au journaliste qui a écrit. Je lui commande un papier sur les autoroutes allemandes, qui sont une décision d'Adolf Hitler. Donc, que plus jamais aucun automobiliste français ou de gauche de France Info n'arpente une autoroute allemande. Qu'il ne roule pas en Volkswagen. Qu'il ne roule pas dans la voiture du peuple. Et puis la fête des mères créée par le maréchal Pétain. Donc ça veut dire que, parce qu'elle a été créée par le maréchal Pétain, on devrait aussi arrêter de fêter les mères comme on les fête depuis tant d'années dans ce pays. Mais attendez, l'histoire de France, elle est faite d'ombre et de lumière. Mais moi, je refuse de déconstruire notre roman national. Si on éduquait, si nos jeunes têtes blondes étaient plus immergées dans le roman national avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, on n'en serait sans doute pas au vide intellectuel dans lequel se raccroche cette jeunesse en tapotant sur ses iPhones ou sur ses smartphones. Voilà. Et Sébastien Ménard. Moi, je suis sidéré par votre coup de gueule. Je suis sidéré, Philippe David. Je vous ai choqué par le coup de gueule? Non, pas par le coup de gueule. Ah bah c'est ce que vous avez dit. Non, mais je suis sidéré. Attention, j'allais quitter la table. Vous devriez. Qu'un tel sujet puisse s'inviter ici. C'est-à-dire qu'on vienne mélanger. Parce que moi, vous parlez, vous dites, Éric Revel, que inconsciemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une entreprise, comme vous, Éric Revel, je pense qu'il y a une entreprise, il y a un biais intellectuel où très clairement, on a envie de douter de ce que nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais je le dis, mais je ne pense pas que ça soit inconscient. Voilà, moi je pense que c'est conscient. Que c'est volontaire. Moi je pense que c'est volontaire, je pense que c'est conscient. Donc vous êtes en train de dire que Philippe David est tombé dans le panneau, c'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je dis c'est que c'est hallucinant l'information que vous nous partagez. Moi j'étais pas, mais je dis pas le contraire. Je dis que c'est complètement dingue qu'on soit en décembre 2025. Mais est-ce qu'il faut relever ces informations? Bien sûr. Non, mais attendez, moi je pense que typiquement quand on a, je pense pas que ce journaliste soit chef d'édition, rédacteur en chef ou directeur de la publication. Enfin, un truc comme ça ne devrait pas passer. Mais on est d'accord. Je ne suis pas un censeur. Je suis contre ce que mon ami Macron est en train d'essayer de nous proposer, etc. Mais je dis simplement que c'est un scandale. C'est un scandale journalistique, c'est un scandale intellectuel, et c'est un scandale parce que c'est une télévision ou une radio d'État. Vous savez pourquoi ça passe? Vous savez pourquoi ça passe? Parce que le sous-rédacteur en chef qui relit le papier et le rédacteur en chef ont le même biais idéologique. Donc pour eux, il n'y a rien de choquant. C'est un scandale. Allez les amis, et on va revenir sur votre ami Macron, mon cher Philippe. Merci mon cher Sébastien Ménard, qui a fait une proposition, qui promet surtout une loi pour interdire les réseaux sociaux
mineur de moins de 15 ans ou 16 ans avant la fin de son mandat. Avec cette question du jour. Bannir les moins de 16 ans des réseaux sociaux, est-ce un échec collectif? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 77%, et moi je dis que c'est un échec collectif, que ce soit des parents, de l'éducation, de tout ça, mais on attend. Tiens, vous êtes parents, vous n'arrivez pas à gérer vos enfants et les réseaux sociaux, venez témoigner au 0826 300 300. Tous coupables. 0826 300 300. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy se prononcera contre toute forme de front républicain. Vous l'approuvez aujourd'hui? Il y a une plaisanterie qui a été faite, je ne sais pas si je peux me permettre de la répéter. Allez-y. Encore quelqu'un qui s'est radicalisé en prison. Le Grand Matin Sud Radio, tous les matins, 7h-10h. Il y a Buch et Buch. Vraie Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de nous, Éric Revel, Sébastien Ménard et Philippe Bilger. Ils ont, en fait, ce qui est drôle avec ces trois personnalités, c'est qu'ils ont des âmes d'enfants. Et c'est ça qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'ils sont. Éric fait des bruits de bouche. Oui. Voilà. Il vient juste d'ouvrir une bouteille. Il vous fait le tire-bouchon. Et en plus, Cécile, il nous admire beaucoup. Oui, c'est ça qui est fou, c'est fou. Et j'ai en tout cas très envie de vous offrir ce joli cadeau qu'on a trouvé. Le sapin de Noël Sud Radio. C'est pour moi ça. Sous le sapin, mais oui, sous le sapin, parce que voilà, des gagnants, il va y en avoir beaucoup, parce que je sais que ça sonne énormément au 0826 300 300. Pas du tout par SMS, je vais vous le dire, oui, puisque sonne, il faut envoyer écoutez, j'ai le droit de bafouiller au moins 42 fois par émission. J'en suis qu'à 12 fois, ça va, j'ai du temps. Vous allez offrir, en tout cas à quelqu'un, ou même à vous-même, 2 forfaits de ski pour la station Péragude. C'est pas facile à dire non plus. C'est la station de ski du département des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes de ski. Et ça va être canon. Donc, vous allez envoyer un SMS à Sapin par SMS au 7 20 18. 7 20 18, c'est maintenant. Et puis après, à l'issue de cette émission, on vous prend à l'antenne, vous ferez le cri de la joie. Par exemple, Philippe, faites le cri de la joie. Oh, oh, oh. Voilà, par exemple ça. C'est le cri de la joie version Tarzan. En moins nul, si possible. Il y a un petit côté tyrolien. Oui. Bon, bah écoutez. Ou alors on a tiré sur quelque chose de votre anatomie. Si c'est ça. Voilà. C'est pas les cheveux. Non, c'est pas les cheveux. L'important, c'est que vous soyez heureux. C'est tout ce qui nous fait plaisir. Allez tout de suite. Et la question du soir. Insultes en ligne, messages haineux qui se multiplient. C'est inadmissible. Je comprends qu'ils soient tournés boussolés. J'ai une haine, vous pouvez pas savoir. Et c'est loin d'être la première fois que les réseaux sociaux participent à répandre la haine. Aucune infraction, si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une bonne partie de l'écosystème des réseaux sociaux ressemble chaque jour un peu plus à des gangs rivaux s'agressant dans des quartiers malfamés. Au secours! Papa, le réseau est revenu. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, on vous le disait, Emmanuel Macron veut instaurer dès 2026 une vérification obligatoire à l'âge sur les réseaux sociaux et interdire l'accès aux moins de 15 ou 16 ans. Et on vous pose cette question, bannir les moins de 16 ans des réseaux sociaux, est-ce un échec collectif? Eh bien, vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça réagit sur les réseaux sociaux avec François Louis. Aussi, toujours beaucoup de monde qui nous parle sur les réseaux sociaux. Alors, nos internautes sont quand même assez blasés, voire moqueurs de la question. Je prends l'exemple, par exemple, de Yoda26 qui nous dit « Inutile de se poser cette fausse question, c'est inapplicable et ça ne marchera pas, quand bien même cela serait souhaitable. » Voilà un petit peu le ton qui est donné par nos internautes. Voilà, et autour de cette table, Philippe Bilger. Je rejoins François Louis, Yoda26 qui, en effet, a supposé que ce soit souhaitable. Après tout, on peut en discuter. Et si c'était interdit, je ne vois pas comment on pourrait le faire respecter. Et si je peux prolonger le débat, il faudrait peut-être interdire l'usage de ces réseaux à des adultes bien au-delà de 16 ans. Quand on voit les tombereaux d'ordures et d'insultes que nous prenons quand nous disons des choses de manière courtoise, c'est assez hallucinant. Et Sébastien? Alors, je pourrais préciser tout à l'heure ce que je disais. Je ne suis pas d'accord avec le président Macron sur la labellisation des médias, mais par contre, je suis très en soutien de cette mesure qui consiste à sortir, entre guillemets, la jeune génération des réseaux sociaux. Pourquoi? Macron, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais
On va pas faire une loi. Non, mais plus. attendez, Vous qu'est-ce êtes que fait parents, vous leur Macron prenez leur aujourd'hui? portable et puis c'est Macron tout. a passé. Je me rappelle quand j'étais dans le comité de direction du moteur de recherche Quant, j'étais dans les réunions. Succès. Dans les, merci. Dans les réunions. C'était ironique. Bon, monsieur Revel, j'ai compris. Vous deviez supplanter oui, s'il Google. vous plaît, laissez-moi. D'accord. Je dis simplement que on avait des réunions avec l'ensemble des plateformes, l'ensemble des machins. Les plateformes font ce qu'elles peuvent, mais elles ne font pas tout ce qu'elles peuvent parce que c'est contradictoire avec le modèle d'affaires qui est le leur. Donc aujourd'hui, évidemment, vous regardez des plateformes mondialement connues et installées comme boucher, TikTok. Arrêtez de vendre de la viande. Le modèle d'affaires d'un TikTok repose sur la monétisation de l'esprit de nos jeunes enfants. Donc il n'y a pas 50 solutions. Aujourd'hui, si ça faisait grandir cette jeune génération intellectuellement, ça serait, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de les empêcher. Vous demandez, Philippe Bilger, comment on fait. Regardez ce qui s'est passé notamment avec les sites pornographiques. Aujourd'hui, vous n'avez pas... Il y a de la reconnaissance faciale. Il y a soit envoyer la copie de ses papiers d'identité pour aller visiter un film porno, il faut quand même se lever de bonne heure. La réalité, c'est que la fréquentation des sites porno en France a chuté. A chuté considérablement. Donc si on veut empêcher la jeune génération d'accéder aux réseaux sociaux, c'est possible. Et Éric Revel. Donc moi je suis d'accord avec Yoda 45, sa pointure de chaussure. 26, ah oui, c'est pas la pointure de chaussure, alors 26, 45. Non, mais je pense que c'est trop tard. Mais qui peut nier le fait que le cerveau de nos adolescents est complètement pourri. C'est jamais trop tard, Éric Revel. Vous êtes le premier à dire qu'il faut se bagarrer, qu'il faut pas se laisser faire, etc. Mais si vous voulez, il y a une addiction. Il y a une addiction. Il y a une addiction. Oui. Bah, écoutez, on verra votre président bien-aimé là, qui va se représenter en 2032. Dieu nous en préserve. S'il est capable de faire passer une loi, vu le boxon qui est à l'Assemblée nationale, etc. Pour préserver nos gamins. Enfin, oui, attendez, bien sûr. Mais voilà. Excusez-moi, on est d'accord sur le principe, mais c'est infaisable. Essayez d'interdire le smartphone au lycée ou au collège, vous allez voir. Moi, je suis d'accord avec Sébastien Ménard sur un point. C'est souhaitable, mais c'est inapplicable. C'est inapplicable. Les amis, vous êtes là, vous leur sauvez les agriculteurs, vous leur sauvez les uns les autres. Mais c'est le rôle des parents. Mais si les parents ne le font pas, à un moment donné, c'est la puissance publique de prendre le relais. Mais si les parents veulent que leurs enfants soient de c'est un autre débat. Je peux vous prendre un exemple. On en parlait en préparant l'émission avec Cécile. Moi, à l'époque, pour pas que mes gosses jouent en ligne à pas d'heure, etc., il y avait une clé dans la box. Je peux vous dire que quand j'allais me coucher, je retirais la clé et comme ça, la nuit, ils dormaient et ils pouvaient pas jouer à machin, à truc ou à bidule. Sauf que les enfants aujourd'hui sont hyper techno, beaucoup plus techno que leurs parents, donc ils jouent tous les dans ces cas-là, vous dites tu me donnes ton portable et il vient dans la chambre de papa, maman. Ou alors il faut mettre des abonnements à 50 balles par mois, donc personne n'aura les moyens de payer. Au revoir et merci. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques, très clairement, pour empêcher nos gamins de s'abrutir, d'être tirés vers le bas, pour pas dire pire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gamins qui sont intellectuellement, pardonnez-moi l'expression, corrompus par les réseaux sociaux. En tout cas, on suivra ce sujet et on retourne avec Christine Bouillot qui est avec nous en direct. Christine, vous êtes là ? Christine. Oui, je suis là, Cécile. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Juste un petit. Du camion. On en est où ? Alors écoutez ça, les blindés de la gendarmerie progressent toujours aussi lentement. Ils ont fait depuis tout à l'heure à peu près 200 mètres. On est à 800 mètres de la ferme. Parce que devant eux, à chaque fois, des ballots de paille, des troncs sont coupés. Donc il faut dégager la chaussée et ça donne lieu à des affrontements avec gaz lacrymogène entre les gendarmes mobiles et les agriculteurs, avec une progression qui se fait très très lentement au niveau de cette toute petite route minuscule qui nous mène à la ferme, donc où les vaches vont être euthanasiées. Un passage qui est obligatoire puisque les services vétérinaires sont derrière, vont arriver avec les équarrisseurs pour pouvoir récupérer les vaches qui vont être euthanasiées certainement dans la nuit. C'est parti pour durer un bon bout de temps. Et Christine, la progression est très lente. Christine, c'est la nuit, donc ça veut dire que ça va créer aussi des problèmes, peut-être des blessures avec des jets de projectiles qu'on voit en direct là. Oui, c'est très inquiet. J'étais avec un élu, là, un maire d'une commune des alentours qui est venu se rendre compte et il est très inquiet parce que le désespoir de l'autre côté des blindés de la gendarmerie est énorme, la colère aussi, et forcément, donc il peut y avoir des dérapages et il fait nuit noire, il n'y a pas de lumière, donc on ne sait pas qui est qui, donc c'est extrêmement compliqué, il faut avancer avec précaution et chacun se regarde. Alors c'est vrai qu'on en parle entre nous, hein, les agriculteurs invectivent les gendarmes en disant venez avec nous, mais
ce sont des gendarmes qui font leur métier aussi. On leur demande de nettoyer, de dégager le chemin. Ils exécutent un ordre. Le préfet de l'Ariège tout à l'heure a rappelé qu'il fallait effectivement dégager les lieux. Mais la colère est tellement énorme et cet élu vient de me dire à l'instant que c'est le début de la guerre des campagnes. Il m'a dit de ma vie, j'ai 68 ans, je suis agriculteur, je n'avais jamais vu une colonne de gendarmerie dans ma campagne pour venir abattre des vaches. Il m'a dit c'est quelque chose qui est extrêmement triste pour l'agriculture française. Pour lui, on veut tuer la paysannerie, pas les paysans, mais la paysannerie, cette petite agriculture des territoires. Merci beaucoup, Christine Bouillot, en direct de Bordes sur Arize, dans l'Ariège. Bien entendu, on continuera à vous donner des informations. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Revel. Merci, Sébastien Ménard. Merci Philippe Bilger. Merci beaucoup. Oui, c'est déjà fini, malheureusement. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler automobile et on va parler de Renault que les Français adorent de nouveau. Et nous serons en direct avec le directeur général de la marque, Fabrice Cambolive, sera avec nous dans quelques instants. On fait une petite pause et le gagnant, on ne l'oubliera pas. Il sera avec nous à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.